Pierre Dufour, bonjour. Bonjour. Après les déclarations que vous avez faites, là, on s'entend, avez-vous été surpris d'être exclu du caucus? Surpris peut-être, parce que je pense qu'il aurait pu y avoir une conversation entre moi et M. Legault sur l'article de presse qui est sorti. Ça, je pense que oui, il aurait pu y avoir un élément par rapport à cet élément-là. Mais il faut bien comprendre que c'est sûr et certain que si tu es un premier ministre puis tu vois un article comme ça peut shaker, c'est sûr et certain. Parce que vous étiez un peu en train de jouer avec le feu. Quand on dit « ça prend un ministre pour l'Abitibi, sans quoi je vais évaluer mes options », pour monsieur, madame, tout le monde, ça ressemble à un député qui fait du chantage avec son premier ministre, non? Ben, c'est pas nouveau. Dans les propos, c'est comme si là, c'est sûr qu'avec le roman ministériel qui est prêt, mais c'est pas un propos qui est nouveau, là. Je l'avais dit il y a plusieurs mois, je l'ai répété le 14 août lorsqu'ils nous ont fait venir à l'Assemblée nationale, que j'avais dit qu'en 2022, lorsqu'il y a eu le nouveau Conseil des ministres de nommer, qu'il n'y avait pas personne, malgré trois comtés sur trois en Abitibi-Témiscamingue qui avait été gagné, qu'il n'y avait pas personne au grand cercle du Conseil des ministres, que ça nous avait affecté politiquement et qu'il y avait une grogne qui était toujours active. Donc, c'est quand même des propos, c'est sûr, qui étaient là. Donc, c'est sûr et certain qu'à la suite de ça, il arrive des entrevues et puis là, on arrive dans les entrevues et puis on se fait dire, mais qu'est-ce que vous allez faire si après le remaniement qui est annoncé, il n'y a pas personne de l'Abitibi? Ben, tu dis, ben, on va se garder toutes les options ouvertes, c'est sûr et certain. Ça veut dire quoi, se garder les options ouvertes? Ben, les Vous en options avez ouvertes plus, en... mais... Ben, non, mais les options ouvertes en politique, vous le savez, on peut décider de tout simplement quitter, comme on le fait avec M. Fitzgibbon, puis se relancer dans d'autres éléments. Oui, il y a une pression à la mairie, ici même à la Val-d'Or, mais il y a aussi le fait de dire on s'en va indépendant, ou encore là, on fait simplement se mouler au parti, puis on reste dans le parti à faire les actions que le parti nous demande. Donc, il y avait différentes options possibles, mais c'est pour ça qu'on dit on garde toutes les options ouvertes parce qu'on veut voir qu'est-ce que sera justement le remaniement ministériel qui va être mis en place. Pour reprendre vos mots, êtes-vous tanné de vous mouler dans le parti et faire les actions que le parti vous demande? Vous savez, il y a une belle pancarte en avant du Parlement qui dit que les élus qui sont élus, normalement, sont les porte-parole de leur région. Et moi, je pense que porte-parole de la région, c'est ce que j'ai fait depuis le début, que ce soit en 2018 ou en 2022 ou en 2025. J'ai toujours porté le message de mon politique, de mes entrepreneurs, de mes gens, de mes organisations. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'un élu a le droit aussi d'avoir des convictions à défendre sa région. Trouvez-vous que M. Legault a été injuste avec vous? Je peux pas dire injuste. Ça veut pas dire qu'on est toujours en symbiose avec le premier ministre sur la manière de voir les choses. Il est arrivé des dossiers où concrètement parlant, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais là, il vous a mis dehors. Lorsque j'étais ministre. Mais là, il vous a mis dehors. Mais Donc, est-ce que je c'est pense injuste? que je pense pas que c'est injuste dans le sens que je crois que M. Legault, vous l'avez vu dans sa citation, il essaie de maintenir les troupes unies. Et c'est un défi présentement, je ne vous le cacherai pas. Mais de l'autre côté, c'est lui le grand chef, c'est lui qui décide un peu de l'orientation qu'il veut donner à tout son groupe pour lequel il dirige. Alain Laforêt nous annonçait là, il y a à peine une heure qu'en coulisses à Québec, on dit que non, il ne faut pas s'inquiéter. M. Legault trouve que c'est tellement important, l'Abitibi-Témiscamingue, région ressources, minéraux critiques, que ça va être lui le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que par le rôle d'un premier ministre, normalement, tu ne vas pas te donner une vocation de ministre responsable d'une région parce que tu as déjà plein de choses à regarder et à maintenir en place. C'est sûr et certain que présentement, avec la situation actuelle, peut-être qu'il juge que c'est ça la meilleure façon de faire. Il y a déjà des annonces qu'on avait déjà travaillées qui s'en venaient en mois de septembre, entre autres sur les blocs énergétiques, par exemple. Ça sera lui qui aura le loisir et le plaisir d'annoncer. Il y avait d'autres choses aussi, mais comme je vous dis, c'est sa prérogative, naturellement, de décider d'assumer ce rôle-là additionnellement. Je vous sens bien poli pour quelqu'un qui vient de se faire montrer la porte.
Ben, c'est pas dans mon genre d'être très vindicatif sur les gens. Comme vous l'avez vu, j'ai jamais accusé aucun de mes collègues ministres, députés ou quoi que ce soit. C'est pas dans ma nature. Comme j'ai dit, c'est celui qui dirige a le droit d'avoir une manière de voir différente. Mais de mon côté, personnellement, je resterai toujours un gars de région qui va défendre la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui va défendre les ressources naturelles lorsque des projets de loi ne tiennent pas la route, comme le projet de loi 97 ou encore là, lorsqu'il y a eu le projet de loi Sémine. J'ai énormément travaillé justement avec le bureau du premier ministre pour avoir des amendements sur l'aspect minier de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça a toujours été mon vocable, pourquoi je m'ai présenté, c'est de travailler pour la population et mon milieu. Allez-vous vous présenter? Parce que depuis le temps qu'on en parle, là, allez-vous vous présenter à la mairie de Val-d'Or? Vous savez, il y a deux éléments particuliers. Lorsqu'on est élu, premièrement, par une élection provinciale, surtout majoritaire, donc 4 ans, normalement, tu fais le temps au complet parce que, vous le savez, ça engendre plein de coûts publics si on décide de quitter le navire. Par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup de pression, naturellement, pour que je me présente à la ville de Val-d'Or, mais il y a aussi là-dessus un enjeu familial. Donc, je pense que quand tu fais de la politique, que ce soit fédéral, provincial ou familial, il faut que tu sentes l'appui chez vous avant que ça se transporte publiquement. Donc, il y a des grands défis de ce côté-là présentement qui font en sorte que je risque de ne pas être présent sur la dynamique municipale. Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes, à toute fin pratique, vous avez fait une croix là-dessus parce que ça ne passe pas au conseil de famille. 99,1 à peu près la situation actuelle qui dit que je risque de terminer le mandat et non de me présenter. Il y aura peut-être des discussions additionnelles en fin de semaine, mais écoutez, c'est sûr et certain, comme j'ai tout le temps dit à mes gens qui travaillent avec moi ici au bureau, vous êtes chanceux, ma conjointe m'accompagne souvent les samedis spaghetti ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr, si la conjointe est plus ou moins intéressée ou qu'il y a des enjeux là-dessus, ça tiraille un petit peu plus dans ce temps-là. Dernière question. Là, votre parole est libérée. Vous êtes plus tenu à la discipline du caucus. Vous qui êtes député, qui êtes un homme de terrain, qu'est-ce qui va mal à la CAQ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la côte? Bien, je pense qu'au niveau de la Coalition Avenir Québec, vous le savez, il y avait beaucoup de promesses qui ont été faites pour peut-être améliorer la situation sociale du Québec, donc plusieurs enjeux. Puis, on s'est retrouvés avec toutes sortes de situations, vous savez, la pandémie, mais au-delà de la pandémie, on avait dit, par exemple, puis M. Chassin l'avait sorti, puis j'avais justement appuyé M. Chassin lors de sa sortie comme indépendant, qu'on ferait un ménage dans l'administration publique. On le voit là, présentement que le dossier s'aclique. On le voit que l'administration publique, dans ce dossier-là, ça a été assez particulier. C'est un dossier qu'on ne s'est comme pas adressé. Puis on aurait dû, ça c'était supposé d'être un de nos vocables de départ en 2018, puis on ne l'a jamais vraiment fait. Donc, il y a des vocables comme ça qu'on avait mis en plan par rapport aux discussions qu'on avait générales dans les premières années. Puis on dirait que ces actions-là ont été chamboulées par des situations de pandémie, par d'autres enjeux qui sont arrivés, la petite fille de Granby, entre autres, des choses comme ça qu'il faut s'adresser comme gouvernement, mais ça fait peut-être en sorte que tu perds ton focus sur les éléments de base que tu t'avais mis en plan en 2018. Donc, ça, c'est sûr, c'est des situations qui peuvent avoir eu un effet de distorsion dans le message de la CAQ. Et la CAQ, n'oublions pas une chose, c'est une coalition. Donc, des gens, pas avec la même vision, avec plusieurs orientations. Est-ce qu'on a essayé aussi de satisfaire tout le monde à l'intérieur de la CAQ qui a fait en sorte qu'on a peut-être un peu dévié de nos trajectoires qu'on aurait dû maintenir? Oui, essayer de faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Écoutez, Pierre Dufault, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi pour éclaircir et faire le point sur votre départ du caucus de la Coalition Avenir Québec. Je vous remercie.